À 230 km au sud de Paris, le parc animalier le plus fréquenté de France, Beauval, attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Ils peuvent découvrir des espèces rares et fascinantes. Tous les jours à midi, une scène étonnante se déroule à l'entrée du parc. Une trentaine de lémuriens se ruent sur quelques visiteurs privilégiés. Impressionnant. Ces 5 jeunes ont payé 200 € chacun pour vivre une expérience unique, se transformer en soigneurs d'un jour. Oh, c'est génial. Tire pas. Ils ont les doigts tout froids. Fanny, 18 ans, réalise un rêve. Ils sont vraiment adorables, on dirait des bébés un petit peu. Ils ont des doigts, ils nous attrapent, ils cherchent la nourriture, ils sont curieux. Tu veux du raisin un petit peu? Amandine, employée à Beauval depuis 6 mois, partage sa passion pour ces petits primates, originaires de Madagascar. Voilà. Et ils sont pas craintifs du tout, même Pam avec ses bébés, elle vient, elle s'approche, elle n'est pas du tout craintive, à la preuve. Un pas, non, aïe. Cet autre apprenti soigneur tente de repousser les assauts de cette maman. Elle porte encore ses petits de 2 mois. Lâche. Doucement, mémère ou pépère, aïe. Oh. Allez, le dernier. Désireuse de travailler un jour pour la protection des animaux sauvages, Fanny profite de chaque instant. Je me sens en symbiose avec la nature. Ils sont en train de manger, ils disent rien, on est là. C'est pas quelque chose qu'on pourrait avoir dans la nature, c'est vraiment... C'est exceptionnel comme moment. C'est mieux que ce que j'imaginais. On a l'impression qu'on est là depuis longtemps, qu'on fait partie du zoo un peu, parce qu'on a vu l'envers du décor. C'est franchement magnifique là, on est au contact direct là. Ils s'approchent de nous, on leur donne directement la main. C'est incroyable, puis là avec les 2 petits, c'est magique quoi. Des moments magiques et des surprises, Beauval en réserve toute l'année au public. À 3 heures de Paris, dans le Loir-et-Cher, cet immense parc abrite plus de 8000 animaux. Des espèces rarissimes côtoient des géants d'Afrique aux réactions imprévisibles. Des bébés fauves naissent presque chaque mois et grossissent les rangs d'une faune exceptionnelle. À la tête de cette arche de Noé depuis 25 ans, un bâtisseur d'exception, Rodolphe Delors. Pour réaliser un rêve, il s'est lancé dans un projet fou. Construire le plus grand aquarium pour hippopotames au monde. J'ai recommandé en Italie des grands arbres, je veux des grands arbres. Pour y parvenir, il s'est engagé dans une course contre la montre et contre la météo. Il faut que ça soit coulé samedi, Daniel. Pour Rodolphe et son équipe, la pression est permanente, car les shows ne s'arrêtent jamais. Là, j'envoie les gros vautours. Là. Chaque jour, un spectacle de 400 oiseaux éblouit des milliers de visiteurs. Son chef d'orchestre, c'est Carlos. Et il a fait un beau passage. Ce dresseur doit gérer des stars qui peuvent s'enfuir du zoo à tout moment. Hey. À Beauval, 70 soigneurs veillent en permanence sur leurs protégés. C'est moins agréable à caresser qu'un chien ou quoi que ce soit. Baptiste et son équipe passent des nuits entières pour surveiller un accouchement difficile. Il est né, petit. Mais le plus dur pour ces soigneurs, c'est de se séparer de compagnons qu'ils ont vus naître. Pour favoriser la reproduction des koalas, Jeannette doit en arracher certains à leur famille. Allez, ma petite Maïra. Allez, tu dis au revoir à ta maman aussi. Meira va faire un étonnant voyage en business class. Merci. On n'a pas tous les jours un petit passager comme ça, si mignon, si précieux. Reste le plus grand défi de Beauval, la naissance d'un bébé panda. Et cette année, tout le monde retient son souffle. Pour l'instant, on dirait qu'il n'a pas l'air très dégourdi. Nous avons passé un an dans les coulisses de ce parc animalier hors norme
l'un des plus beaux zoos du monde. Sur les hauteurs de Beauval, les visiteurs sont plongés en pleine savane africaine. Face à eux, des girafes, des autruches ou encore des rhinocéros. Toutes ces espèces sont les protégées de Baptiste. Depuis 9 ans, ce soigneur veille sur elles. Chaque matin, avec son chef Samuel, il vient vérifier l'état de ses troupes. On est au petit moment privilégié là, où le matin on profite de caresses. Donc là c'est le Malzèbre qui vient chercher ses gratouilles au barreau là. La plupart des animaux ne sont pas tout à fait réveillés. Mais les girafes ont déjà repéré leur soigneur. Allez filles, ça arrive. Elles attendent impatiemment leur premier repas. Bon, c'est un plaisir pour nous, hein, le matin, ce petit contact avec les girafes aussi au moment de leur petit-déj. Les girafes sont sympas. Après, ça reste des animaux dangereux par rapport à leur taille. À 3 mètres de hauteur, au niveau de leur tête, les soigneurs ne risquent rien. Mais dès que Baptiste entre dans les box, il s'expose au danger. Hey Chumbo, tu es avec les filles? Hey bonhomme. Au milieu de ces géantes, il est à la merci du moindre coup. Alors là, ce qui est dangereux pour nous, c'est les pattes. Il faut qu'on fait très attention aux pattes. En fait, c'est pour ça que j'ai un bâton suffisamment grand pour pouvoir les tenir à distance s'ils venaient. Mais bon, ils ont l'habitude et c'est pour ça que Samuel me tient la porte de façon à ce qu'on puisse sortir sans aucun souci. En ce moment, Baptiste et ses collègues sont tous mobilisés par l'état de santé d'un autre animal. Après 16 mois de gestation, Satara, cette femelle rhinocéros, est sur le point d'accoucher. Donc là, on approche du terme et on attend avec impatience qu'elle nous sorte son petit bébé en bonne santé. D'ici, normalement, maximum 15 jours, 3 semaines. La naissance d'un bébé rhinocéros est un événement. En captivité, il n'y en a qu'une vingtaine dans le monde chaque année. Les soigneurs appréhendent d'autant plus cet accouchement que le dernier bébé de Satara est mort-né il y a 2 ans. Cette grossesse est donc placée sous très haute surveillance. Et voici l'homme qui va diriger les opérations. Baptiste Mulot, le chef vétérinaire du zoo. Allez Satara. Allez ma belle, on va faire la prise de sang. Pour parer à toute éventualité, ils doivent déterminer la date précise de la naissance. Le vétérinaire effectue donc des prises de sang tous les 2 jours. Il garde en tête le souvenir douloureux du précédent accouchement. On a une mauvaise expérience avec sa dernière gestation où le petit malheureusement avait une épaule qui était mal positionnée et qui fait que le petit n'a pas pu sortir. Donc on la surveille d'autant plus de près que on va être sûr que ça se passe bien cette fois-ci. Satara est enceinte de 15 mois. Elle peut accoucher à tout moment. Alors, pour la surveiller et éviter un nouveau drame, l'équipe installe plusieurs caméras au-dessus de son box. Arranger la console si les soirées sont longues. Oui. Surveillance. Lecteur DVD au cas où. On le met sur le micro-ondes. Ouais. On sera prêt pour tenir un siège. Important aussi de bien s'alimenter. C'est dans ce local technique que les soigneurs vont observer l'animal. Une surveillance qui risque de durer des jours et des nuits entières. Baptiste et Samuel organisent le campement. S'il y a une nuit ou quoi, peut-être même plusieurs nuits totales à surveiller la mise bas, quoi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence à être long assis sur les chaises, tout ça. Donc c'est pour un peu plus de confort. On ne sait pas combien de temps exactement on va passer derrière cet écran à surveiller, quoi. Satara est-elle sur le point d'accoucher? Antoine, l'autre vétérinaire, vient de recevoir les derniers résultats de la prise de sang. Le plus probable, ça resterait dans la nuit de demain. De jeudi à vendredi. C'est ce qui reste le plus probable. Mais ça peut éventuellement être cette nuit ou demain. Donc on va passer en surveillance continue pour cette nuit par contre. D'accord. C'est désormais une question d'heure. La tension monte. 48 heures sur 16 mois,
c'est vraiment minime, quoi. Donc, mais ça va être 48 heures qui vont être longues par rapport aux 16 mois d'avant. Hein. Il est 21h. Les soigneurs entament leur deuxième journée de travail. Leur mission, détecter les tout premiers signes de début d'accouchement. Ce qui pourrait déclencher la perte des os, c'est le fait qu'elle se fasse des mouvements de se coucher, de se lever assez réguliers. Soit agité un peu plus. Là, Anthony a dit qu'on pouvait approcher, on était peut-être à 6 heures de la perte des os. Les membres de l'équipe vont se relayer toute la nuit devant les écrans. À partir de maintenant, ils ne vont plus quitter la femelle des yeux. Pour l'instant, là, ça va, mais plus tard dans la nuit, ouais, je pense que demain matin de bonne heure, ça va commencer à piquer. Ouais. Les heures s'égrènent. À 23h, Satara montre des signes de nervosité. Les soigneurs alertent immédiatement les vétérinaires. Oui, Antoine. C'est juste pour te prévenir que Satara est un petit peu plus agitée. Enfin, déjà, elle se lève toutes les 20 minutes à peu près. Et elle a déjà fait 3 fois du crottin en 1 heure. Et puis, voilà, donc elle est un peu plus agitée là. Les animaux, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un moment à 18h où on met off, on éteint, on ferme les portes, on s'en va et on est tranquille jusqu'au lendemain matin. Donc ça fait partie du deal et on s'y habitue bien. Fausse alerte, Satara fait encore durer le suspense. Sophie, t'es la petite dernière, donc c'est toi qui notes pendant qu'on mange. Hein. Super. C'est la règle. Il en faut une. En fait, c'est toi qui restes éveillé toute la nuit pour noter. Au menu, pizza pour tout le monde. La nuit promet d'être longue. La fatigue gagne l'équipe. Baptiste pique du nez. Mais tout à coup, tout s'accélère. Satara perd les os. Rodolphe et tout son staff viennent d'arriver en urgence. La tension est à son comble. Quand soudain... Ah. Le bébé dehors. Il dort. Merde. Tiens, appelle Antoine. Antoine. Il est né, petit. Ça y est. Coucou. 2h00. C'était rapide. 31 minutes. Et on vient de le voir tomber là. On vient de voir la boule tomber, la poche a éclaté. Et... Regarde au sang. Rodolphe est émerveillé par ce spectacle. Et là, c'est la première fois que je vois naître en direct un bébé rhinocéros. Voir cette poche tomber, s'ouvrir et le bébé voilà, se redresser, c'est un moment plus qu'émouvant pour nous. C'est une réussite énorme. Bah là, on est content. C'est tous les doutes qu'il y avait par rapport à la dernière mise bas et tout ça. Là, en une demi-heure, il est sorti, donc tout va bien. Tout va bien. Après, on sait qu'elle sait s'en occuper, donc ça va rouler. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Bah, une naissance de rhino, c'est toujours exceptionnel. De toute façon, toute naissance est exceptionnelle. C'est un moment très attendu. Pour toute l'équipe, l'instant est magique. À présent, tous attendent que le bébé se mette debout. Tiens, les premiers pas là. Après quelques minutes, ce beau bébé de 60 kilos essaie déjà de faire ses premiers pas. Et là, le bouchon dans l'écran. Baptiste, merci de m'avoir réveillé. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Il est 3h du matin, mais la fatigue est oubliée. Montez, messieurs. Ah oui, Satara. Ah oui. Ah, maman, là-bas. Un stagiaire. Pas de congé de paternité pour Baptiste et Samuel. La nuit a été courte, mais au matin, il faut se remettre aux tâches quotidiennes. Pendant toute une année, 2 ans, ça, c'est des moments exceptionnels qui nous font qu'on oublie complètement le côté un petit peu négatif quand on ramasse du fumier. Oui. Deux semaines après sa naissance, le petit rhinocéros affiche une belle santé. Pour la première fois, il vient à la rencontre de ses soigneurs. Un moment exceptionnel pour Baptiste et Samuel. C'est bien, hein. Profite-en. Et si, c'est
Ah bah là, ça y est, c'est le premier jour. Hein. Fait qu'il y a eu quelques jours où il venait pas trop nous voir, ça, il était un peu peureux. Puis là, depuis ce matin, ça, il a bien compris ce qu'étaient les caresses. Là. Donc là, c'est la première fois où il vient vraiment avec nous et qu'il est content d'avoir des caresses. Ça t'arrête calme. Mais là, on voit qu'il apprécie bien. Quand on est soigneur, on se sent le père un peu adoptif quoi, du petit rhino. C'est vrai qu'en plus, on s'y attache, on a envie de s'en occuper. De toute façon, là, après, c'est précieux. Hein, quand une fois qu'ils sont là, c'est petit. Au zoo de Beauval, la tradition veut que les parents adoptifs baptisent eux-mêmes leur bébé. On l'a appelé Aoui. C'est la tic de langage de notre chef. Il est souvent en train de dire ah oui, donc du coup c'est resté. Et puis on l'a transformé avec une orthographe un peu plus sympathique. C'est comment? H-A-W-I. Ouais, 2 I, ouais. 2 I à la fin. C'est une récompense pour moi. Ils sont gentils d'avoir pensé à moi. Aoui est l'un des 450 bébés nés au zoo cette année. Une réussite qui contribue à la réputation de Beauval et à sa fréquentation. Mais pour accroître encore le rayonnement du parc, Rodolphe a décidé de réaliser un rêve, un projet colossal qui risque de changer la face du zoo. Ce gigantesque chantier démarré il y a un an doit devenir l'attraction majeure de Beauval. Rodolphe imagine un aquarium comme celui-ci pour admirer sous l'eau les plus grands animaux de la planète. Son projet, le voici en image de synthèse. Un bassin de 1000 tonnes d'eau qui permettra aux visiteurs d'avoir une vision sous-marine sur les futures stars du parc, un couple d'hippopotames. Un projet pharaonique, mais Rodolphe y croit dur comme fer. Il faut imaginer un immense bassin vitré avec 40 mètres de vision sous-marine, les hippopotames nageant, plongeant au milieu de poissons, des oiseaux dans la volière, différents autres mammifères africains en cohabitation avec les hippopotames. Ce sera très innovant, ça sera la plus importante installation à hippopotames au monde. L'investissement est à la hauteur du défi, 7 millions d'euros. L'attraction doit ouvrir dans 4 mois. Il reste peu de temps pour finir les travaux et se procurer des hippopotames. Ce matin, une étape importante doit être franchie. L'immense baie vitrée de 23 mètres de long, devant laquelle le public admirera les hippopotames, est enfin livrée. Cette pièce unique, commandée il y a 6 mois, a été fabriquée en Italie. D'accord, tu regardes si ça passe avec le panneau à vous de barrer. Rodolphe y tient comme à la prunelle de ses yeux et ne laisse à personne le soin de guider ce convoi exceptionnel. Ça monte. Apparemment, il ne faut pas que le camion s'arrête dans la montée. La vitre pèse quand même 10 tonnes et nos routes ne sont pas très larges. Sur le chantier, Rodolphe ne veut rien laisser au hasard. Il a appelé Daniel, son architecte. Donc le cadre, on le met dans le bassin devant son emplacement. Exactement. Rodolphe a déboursé 400 000 € pour s'offrir cette vitre hors norme et irremplaçable. Il ne faut surtout pas faire tomber la vitre. Parce que si on casse cette vitre, c'est à peu près 6 mois à 8 mois de délai pour en construire une autre. Pour la manipuler sans risque, le patron du zoo a fait venir une grue unique en France. Philippe, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. On fait monter? Bon, vas-y, tu peux monter au crochet. La manœuvre est délicate. La grue doit déposer l'immense vitre au centre du chantier. Rodolphe n'en est pas à sa première opération exceptionnelle. C'est génial, non? Vous savez, j'ai même vu passer des rhinocéros à cette hauteur, quand on déménage des rhinocéros. Et la difficulté est de passer la vitre entre les câbles. Et c'est vraiment le dernier créneau pour le faire parce que nous posons le filet la semaine prochaine au-dessus. Ça va, Alicia? T'es bien là-haut? Au-dessus du bassin, Rodolphe construit une immense volière qui culmine à 26 mètres. Elle retiendra 150 oiseaux. Un défi technique confié aux meilleurs spécialistes mondiaux.
Là-haut, c'est Aïssia, une américaine qui est en train de coudre les filets inox, les filets d'Avoyères. C'est une équipe d'Américains. Ils viennent de Las Vegas, ils sont spécialisés là-dedans. Ils ne font que ça, coudre des filets inox pour construire des grandes voyères. En moins d'une heure, la précieuse baie est déposée à son emplacement. Ça, cette vitre, les hippopotames, les oiseaux, ça va être super. Pour le moment, Rodolphe est encore enthousiaste. Mais son pari est loin d'être gagné. Il ne lui reste que 4 mois pour terminer les travaux et il va rencontrer les pires difficultés. Depuis quelques heures, une mauvaise nouvelle fait le tour des radios. Alerte à la grippe aviaire. 2 nouveaux cas de grippe aviaire détectés en Dordogne. Une souche particulièrement virulente. Du coup, un éleveur de Saint-Paul-la-Roche a vu ses 6000 canards abattus. La grippe aviaire a fait son apparition en France. Plus de 10 000 oiseaux ont déjà été abattus. Le zoo risque d'être touché. La contamination serait une catastrophe. Il faut vacciner en urgence 1500 volatiles. Parmi eux, 300 rapaces, des chouettes laponnes, des perroquets du Gabon, d'impressionnants vautours, sans oublier les manchots. Qui fait les flamands? Nous, on fait les flamands. Baptiste, le chef vétérinaire, supervise l'opération. La capture et la vaccination des oiseaux n'est pas une mince affaire. Première cible, c'est pélicans. Ouais, vous essayez de speeder. Hein. Allez, on les pousse, Allez, on avance. Vas-y, Océane, avance. La partie s'annonce difficile. Hop. Allez, on fait ces 3 là. Antoine, faut vacciner ça, ouais. Là, on est en train de vacciner les oiseaux contre la grippe aviaire, l'influenza aviaire, de manière à pouvoir derrière, si jamais il y avait un cas de grippe aviaire dans les environs, éviter l'euthanasie. Certains oiseaux ne sont pas franchement convaincus de l'intérêt de la vaccination. Vas-y. Le coup de filet est acrobatique. Parfait. Pour les plus retors, c'est Baptiste qui monte en première ligne. C'est le dernier, toujours le plus difficile. Comme tous les animaux de Beauval, les oiseaux ont une puce électronique implantée sous la peau. C'est leur carte d'identité. C'est un lecteur de puces. C'est pour chaque animal en fait est identifié. Chez les oiseaux, il peut y avoir des puces ou des bagues. Et donc là, ça permet de vérifier l'identité de l'animal qu'on vaccine. Je viens de dire la puce qu'il porte. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ouais. Allez, Coco. Alors, 250, 229, 600. Grâce à cette méthode, les vétérinaires sont certains de n'oublier personne. Dans quelques minutes, on aura fait 20 ou 30 oiseaux, à peine 30 oiseaux, et on en a 1500 à faire en une semaine. Donc c'est un peu la course en fait. Baptiste et son équipe n'ont qu'une semaine pour vacciner tous les volatiles. Ils s'attaquent maintenant à des oiseaux beaucoup plus dangereux, les rapaces. Ici, c'est Carlos qui assure les captures. Voilà, mets-moi pas un coup de bec. Cet aigle sud-américain peut avoir des réactions imprévisibles. C'est l'un des plus gros aigles au monde. Et là, c'est dangereux des 2 côtés, là. Ouais. Attends. Les serrer le bec, là. Ouais. Derrière cette porte, des cris inquiétants font redouter un autre monstre des airs. Voici un serpentaire, un oiseau capable de parcourir 25 km en marchant. Sa proie favorite, les serpents qu'il tue grâce à ses longues pattes. C'est un oiseau d'Afrique et c'est son cri en général, on reconnaît comme ça. Ouais. Là, il n'est pas content. C'est des oiseaux qui stressent beaucoup, ça, parce que c'est des oiseaux hyper craintifs et c'est vraiment particulier comme oiseau. C'est un mâle, hein? Ouais, c'est un mâle, ça. Mais les plus dangereuses, ce sont les autruches.
Les autruches, c'est un oiseau comme les autres. Il fallait les vacciner de la même manière. Pour s'approcher de ces oiseaux géants, les soigneurs ont recours aux techniques des CRS. Bah là, c'est un bouclier là, pour pouvoir les bloquer dans un coin et être en sécurité quand on va les piquer en fait. Là, le danger, c'est surtout les pattes en fait. C'est pour ça qu'on a ça pour se défendre. Voilà. Très remonté contre les forces de l'ordre, l'individu refuse de coopérer. Attention, attention à vous, attention aux pieds. Il est plaqué sans ménagement contre les barrières. Bien fermé, faut que tu me laisses un tout petit peu de vent. Mission terminée, le peloton se replie en bon ordre. Pour parvenir à leur fin, les soigneurs utilisent toutes les techniques d'approche. Doudou, je t'attends. Le chéri d'Amandine est une des stars de Beauval. Allez, Doudou. Alphonse, c'est notre mascotte chez les Pélicans. C'est un petit jeune de l'année dernière. Et du coup, il est né à la nurserie de Beauval et il a eu quelques complications à la naissance. Amélie, qui est responsable de la nurserie, l'a vraiment sauvé, l'a ramené de très loin. Et du coup, c'est un petit peu notre mascotte depuis l'année dernière. Ah, là, il se fait mal à l'atterrissage, en entraînement. Et du coup, il s'est fait une sorte de petite entorse. Du coup, il a un joli bandage. Immunisé, Alphonse pourra reprendre son envol dès que son entorse sera guérie. Ah ouais, moi les pélicans, je les adore. Ils sont tout doux, ils sont câlins. Je les aime beaucoup. Hein, Doudou? Toute louloute. Ces centaines d'oiseaux sont choyés comme des vedettes, car tous les jours, ils réalisent un show spectaculaire devant des milliers de visiteurs. Les oiseaux à Beauval, c'est une histoire de famille. Quand la mère de Rodolphe, passionnée par les volatiles, ouvre le zoo il y a 35 ans, ce n'était alors qu'un simple parc ornithologique qui présentait plus de 2000 espèces. La sécurité, vous ouvrez l'amphithéâtre. Tous ces gens viennent pour Beauval et viennent là pour le spectacle d'oiseaux. C'est plus de 5000 personnes à chaque spectacle. Les Delors vont faire 3 salles combles. 15 000 personnes pour cette seule journée. C'est ce que j'avais fait la première année, 17 000 en 1980 sur toute la saison. Le show doit être à la hauteur pour donner au public des émotions fortes. Alors dans le petit bois face au gradin, l'équipe de Carlos s'affaire. D'abord dresseur d'ours, puis d'otarie, Carlos se consacre désormais aux rapaces. C'est lui qui a eu l'idée de ce spectacle. À quelques minutes de la représentation, il doit enfermer les oiseaux dans ces drôles de boîtes télécommandées. Et pour cela, Carlos a une astuce. Là, je suis en train de mettre un petit bout de viande dans les boîtes pour que les oiseaux rentrent directement. Comme ça, ils voient une petite récompense et ils rentrent sans faire d'histoire, quoi. Pour les faire voler pendant le show, Carlos les entraîne à revenir vers lui avec de la nourriture. On n'a rien inventé en fauconnerie. Hein. Tu sais, on a repris les bases de fauconnerie il y a des centaines d'années, quoi. Et les oiseaux, c'est la récompense. Enfermés dans les boîtes, les rapaces vont être hissés à 25 mètres de haut avant d'être lâchés. Ouais, le mât, ouais, c'est sympa parce que là, on monte les caisses et après, avec des télécommandes, on ouvre les boîtes à la demande. Et comme ça, les oiseaux sortent par ordre qu'on souhaite, quoi. Le problème, c'est que certains profitent du spectacle pour prendre la fuite. Amandine a donc prévu des balises pour localiser les fugueurs. On va mettre un émetteur sur chaque oiseau. Et ces émetteurs nous permettent de les retrouver plus facilement. Du coup, c'est une petite plaquette qui est calée là dans le dos. Et on passe les deux griffes dedans. Allez, file louloute.
Les acteurs et le public sont fin prêts. Le ballet des oiseaux commence. Avec sa télécommande, à 200 mètres de distance, Carlos règle les entrées en scène. Là, j'envoie les gros vautours. Là. De son côté, Amandine libère un trio d'oiseaux rares, les fameuses chouettes lapones. Pour envoyer un oiseau toutes les 10 secondes, tout se joue en coulisses. Caché du public, une armée de fauconniers lance des buses comme des projectiles vers l'amphithéâtre. La buse, elle est partie derrière les gradins. Les oiseaux foncent sur le public. Les rapaces, c'est des feignants. Dans la nature, c'est les partisans du moindre effort. C'est pour ça qu'ils rasent le public. Les spectateurs frissonnent, mais ces survols sont sans danger. À l'image de l'aigle pêcheur, les rapaces ne s'intéressent qu'à la nourriture. Les coups de bec dans le public, des oiseaux agresser le public, ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois, mais ça m'est jamais arrivé. Pour récupérer au plus vite les oiseaux, les 15 fauconniers les attirent avec des bouts de viande. Et il a fait un beau passage. Carlos a dirigé 500 spectacles et ne laisserait sa place pour rien au monde. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là et je suis toujours passionné à voir les oiseaux voler, à les rappeler. C'est des oiseaux un peu mythiques, c'est ce qui me plaît moi chez les oiseaux. Pour moi, c'est mon heure de récréation. Ah oui, c'est merveilleux, regardez-les arriver. Mon heure de bonheur. Cette année, grande nouveauté. Amandine introduit 25 perroquets dans le show. Mais pour les lâcher, elle doit respecter un timing très précis. Ces oiseaux-là sont des proies pour les rapaces qui, eux, sont des prédateurs. C'est pour ça qu'on est obligé de les dissocier pendant le spectacle. Allez les filles! Allez, 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 allez! Vous avez vu tous les perroquets? Regardez. Pendant plus d'une demi-heure, les 300 oiseaux et les fauconniers ont régalé les spectateurs. Le public est conquis. Les plus émus veulent féliciter Françoise, la mère de Rodolphe, fondatrice du parc. Merci, vous êtes une grande dame et moi je pleure à chaque fois. Merci. C'est trop beau. Ces oiseaux, ils sont magnifiques. Merci. Ma fille est fan et elle rêvait de la rencontrer au zoo. Et ben voilà, tu m'as rencontré. Voilà. Comment t'appelles-tu, chérie? Les perroquets d'Amandine ont réussi leur grande première. Ah, c'est du dur! Oh, c'est bien ça! Faut pas oublier le faucon, les gars. Jérém, faut pas oublier le faucon. De son côté, Carlos a un problème. Certains oiseaux manquent à l'appel. Tous les caracaras sont rentrés, mais il m'en manque 2 là. T'en as rentré un, Ludo, et l'autre il est dans la cour. Carlos a beau scruter le ciel, un grand rapace d'Afrique s'est fait la belle. Le fauconnier doit très vite le retrouver. Ça, c'est un récepteur. C'est-à-dire que l'oiseau, il a un émetteur, il est équipé d'un émetteur. Et là, je reçois le signal de l'émetteur. Comment tu sais que tu te rapproches ou pas? Ça fera toujours le même bruit, mais de plus en plus fort. L'émetteur à 15 km de portée. Là, on se rapproche. Le son est plus fort. Elle ne doit pas être si loin que ça maintenant. Elle est là-bas, ouais. Le pigargue vocifère a trouvé refuge dans ce pin à 3 km du zoo. Carlos respire. On s'attache à nos oiseaux et puis quand on a un oiseau dehors, moi j'en dors pas la nuit. Hein. Maintenant, le plus difficile commence. Faire descendre l'animal. Carlos tente d'abord de l'appâter avec de la viande, mais le rapace ne veut rien savoir. Elle n'est pas décidée, comme elle n'est pas chez elle là. Le truc, c'est qu'elle est un petit peu craintif. Elle ne connaît pas l'endroit, alors le temps qu'elle se décontracte un petit peu, on va être obligé d'attendre. Tu m'amènes le poulet?
Alors Carlos se fait livrer du ravitaillement. Des trucs dans le buisson, mais elle veut pas descendre, elle est dans les ronces. Une nouvelle ruse. Ouais, on va essayer avec un poulet, voir si ça veut descendre. Hop! Hey! Allez! Hop! Mais rien n'y fait. Après 30 minutes, Carlos finit par attirer l'attention du pigargue en déposant le poulet bien en vue. Tout en douceur, il le récupère enfin. Oui, c'est bien ça, ma mémère. Ouais, c'est bien ça. C'est bien la mémère. Ah là, vraiment content de l'avoir récupéré là. C'est bon, j'ai récupéré, faudrait venir me chercher. Merci. Les recherches ont duré 2 heures. Chaque saison, une dizaine d'oiseaux s'égarent après le spectacle. Et hop, et voilà. On rentre à la maison, content. Mais il est très rare qu'ils disparaissent définitivement. Le bassin des hippopotames doit ouvrir dans 2 semaines seulement. Et l'immense chantier est loin d'être achevé. Seul ce bâtiment est prêt. Là, c'est la maison de nuit des hippopotames. Alors ça va échanger un petit peu. Rodolphe leur a construit un hôtel 5 étoiles avec baie vitrée sur le parc et jacuzzi privé. C'est prêt, c'est super, c'est terminé. Regardez cette piscine magnifique pour hippopotames. C'est du luxe. Il manque plus que l'hippopotame. Mais un hippopotame, ça ne se trouve pas au coin de la rue. Quelques jours plus tard, Rodolphe et Baptiste le vétérinaire embarquent à bord d'un avion privé. Pour favoriser la survie des espèces, tous les zoos du monde s'échangent gratuitement des animaux entre eux. C'est de l'autre côté des Alpes, au zoo de Vérone, qu'une femelle hippopotame attend nos 2 hommes. C'est un événement, notre premier hippopotame. Nous avons ces derniers grands mammifères terrestres qui nous manquent à Beauvais et ça fait 20 ans que je les attends. Rodolphe est enthousiaste. En principe, c'est une simple formalité. Aujourd'hui, nous chargeons cette femelle ici en Italie. En même temps, nous sommes en train de charger un mâle en République tchèque. Demain, les 2 hippopotames au zooparc de Beauvais. La voyageuse, c'est Kiwi, une femelle d'1,5 tonne en pleine santé. Hey, comment allez-vous? Bien? Très bien, et vous? Mais ce matin, le patron du zoo italien ne se montre pas très rassurant. On n'a pas réussi à la rentrer à l'intérieur du bâtiment parce qu'elle n'est pas habituée et notre hiver a été si chaud. Oui, c'était pareil à Beauvais. En attendant, Baptiste se renseigne sur les habitudes de l'animal. Des hippopotames depuis très longtemps, ils en ont plusieurs, ils en ont 5. Donc ils ont déjà eu des différentes petites choses, ils savent comment gérer, ou ne serait-ce que des trucs tout bêtes, mais s'il y a besoin de donner un médicament à l'animal, quelle technique ils utilisent, est-ce qu'ils sont friands de bananes ou est-ce qu'ils sont friands d'orange, voilà. La femelle est censée entrer dans cette caisse. Mais la manœuvre est toujours difficile. Pour l'appâter, les soigneurs lui jettent des légumes. Kiwi s'engage. Mais tout à coup, elle prend peur. Ils ont commencé à fermer la porte et la porte s'est coincée en cours de chemin. Et comme elle s'est coincée en cours de chemin, la femelle a reculé. Parce qu'ils n'ont pas pu fermer assez vite. Et puis quand tu rates une fois... Rodolphe et Baptiste font grise mine. Kiwi refuse obstinément de rentrer. Petit souci, ils n'arrivent pas à faire monter l'hippopotame dans la caisse. Donc ça fait 2 heures, 3 heures. Ils essayent et pour l'instant, notre femelle hippopotame refuse de monter dans la caisse. Pourquoi? On va lui demander. Les Italiens vont tenter une autre méthode, la souffleuse, pour effrayer l'animal et le forcer à monter. Un autre employé armé d'une longue tige de bambou doit la pousser aux fesses.
Éloigné des opérations, Rodolphe fait les 100 pas. Mais là, je vois pas de solution. Ils ont fermé derrière? Ah oui, ils ont fermé. Vu comment un bâtiment est conçu, il ne va même pas rentrer, tu vois, je sais pas quoi. Après 2 heures d'efforts, toutes les tentatives ont échoué. Kiwi reste obstinément dans son box. Rodolphe et Baptiste ont compris, il n'y aura pas d'hippopotame demain à Beauval. Ça peut prendre encore plusieurs heures, peut-être la nuit, peut-être demain matin. Donc nous, avec Baptiste, on ne va pas attendre plus. Nous allons rentrer. Nous avons un deuxième hippopotame qui est en chargement actuellement, enfin qui va être chargé dans quelques heures en République tchèque, qui doit arriver à Beauval jeudi matin. Donc je pense qu'il est plus raisonnable que nous rentrions. Dépités, ils prennent le chemin du retour. Impossible d'ouvrir le bassin sans les hippopotames, et pour l'instant c'est mal parti. D'autant qu'à Beauval, les nouvelles ne sont pas rassurantes. La météo perturbe le chantier, le bassin des hippopotames accumule les retards. J'ai dit Romain, faut qu'il s'occupe de mettre les planches, hein, surtout. Pour accélérer les opérations, Rodolphe met les pieds dans la boue. Même si je délègue, j'aime bien avoir l'œil en permanence. Et puis j'adore concevoir les installations. Les travaux et constructions, c'est ce qui me passionne. Des trompes d'eau s'abattent sur le chantier. Rodolphe est dos au mur. Il a beaucoup misé sur cette nouvelle attraction. Et il ne reste que 13 jours avant l'ouverture au public. François! François! Après, tu fais quoi? Cette petite longueur et à bas, tous les 35. C'est prêt, plus que 2 semaines. On est là pour gagner de toute façon. On n'est pas là pour reculer. Toute la communication est prête pour le 26 mars. Je n'ai pas le choix, j'ouvrirai le 26 mars. Rodolphe remotive ses troupes et prend les choses en main. Le fossé, il est là. Il va venir là, tu vois. Il va venir là, nos rochers vont venir là. J'ai recommandé en Italie des grands arbres. Je veux des grands arbres. Il va l'arrêter là. Pour que tout soit fini à temps, le patron met la pression sur Daniel, son architecte. Ça sera Il faut que ça soit coulé samedi, Daniel. La fausse terre rouge et ainsi de suite. Daniel, il faut que ça soit coulé samedi. Ça sera coulé vendredi soir. Pour le moment, le rêve de Rodolphe est loin d'être réalisé. Il reste moins de 2 semaines, mais pourtant, il continue à y croire. Ici, les hippopotames pourront faire des longueurs, nager d'eau creuse s'ils le souhaitent. Du côté des bâtiments censés accueillir les visiteurs, ce n'est guère plus réjouissant. Pourquoi il y a des planches démontées à bas encore? Là, aujourd'hui, on va perdre une journée pratiquement à cause de la météo. Les entreprises travaillent correctement 1 jour sur 2 en ce moment. Donc honnêtement, je me réveille à 3 h du matin et je dors plus. Pour couronner le tout, les nouvelles en provenance d'Italie ne sont guère rassurantes. Non, mais c'est pas possible, on fait quoi avec l'hippo là? C'est pas possible, ils font un trou au toit du bâtiment et il y a ça pour la charger. Je te laisse. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à charger un feuille hippopotame en Italie. Il faut qu'ils y arrivent, il faut qu'ils y arrivent parce que nous on a besoin de cet hippopotame ici et ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas entraîné l'animal suffisamment à monter dans la caisse avant. Je sais pas, c'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. L'aquarium pour hippopotames ouvrira-t-il à temps? Pour le moment, Rodolphe est un peu démoralisé. En attendant, les visiteurs peuvent tout de même découvrir un autre bassin. Il se trouve dans cette serre tropicale et fascine le public. Dans l'eau, des créatures étonnantes. 6 lamantins, des mammifères marins préhistoriques de 500 kilos. Herbivores, ils vivent dans les eaux douces de Floride à 26 degrés et sont rarissimes dans les parcs français. Un drôle de poisson s'est glissé parmi eux. Ce plongeur a une relation privilégiée avec les stars du bassin. Chaque semaine,
Il plonge plusieurs heures avec eux pour nettoyer leur aquarium. Passionné par les poissons et les reptiles depuis l'enfance, Jean-François ne rechigne jamais à enfiler sa combinaison de plongée. Gratouiller des vitres, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire dans notre métier, mais là, c'est un contexte particulier, c'est directement dans le bassin, en présence d'animaux qui sont peu courants et qui en plus interagissent beaucoup avec nous. Donc là, non, je peux pas parler de corvée. Le nettoyage se prolonge toujours par une séance de caresses. Lorsqu'on va entretenir l'aquarium en plongeant dedans, nettoyer les vitres, aspirer le fond, et qu'on voit les lamantins qui justement se rapprochent de vous et qui viennent donner un petit coup de museau en disant « j'aimerais bien que tu viennes jouer avec moi un petit peu ou nager avec moi », c'est du pur bonheur, effectivement, oui. À Beauval, ces animaux pacifiques sont particulièrement bichonnés, car dans la nature, ils sont menacés et ont déjà disparu de certains milieux naturels. On en avait en Guadeloupe fut un temps, et aujourd'hui on n'en a plus. Donc c'est un animal qui est effectivement très menacé et qui fait du coup l'objet de programmes de conservation. Pour favoriser leur reproduction et les habituer à l'intervention humaine, Jean-François leur fait faire des exercices depuis le bord du bassin. Et son secret pour s'attirer les bonnes grâces des lamantins, c'est la pomme de terre. Ça peut être apparenté du coup à une friandise, à une récompense, à un bonbon comme nous on pourrait le faire effectivement. C'est tout à fait ça. Oui, t'es pressé de commencer. À force de travail, les femelles se laissent apprivoiser. Cette relation entre Jean-François et ses animaux pourrait se révéler très utile en cas de grossesse. Alors, c'est un exercice qu'on essaie de faire plus particulièrement sur les femelles. Alors, c'est de les faire venir au plus proche de nous et, si possible, les mettre en position ventrale. Tu te retournes, ma belle. Alors, pourquoi sur les femelles? Tout simplement, si jamais on peut avoir plus facilement accès au ventre, on peut contrôler les éventuelles gestations. On aura éventuellement la possibilité de faire venir un vétérinaire avec nous, avec un échographe, de manière à suivre les gestations des femelles. En captivité, la reproduction des lamantins est rare. Mais Jean-François a déjà eu la chance de voir une naissance à Beauval il y a 2 ans. Il espère bien que ce petit miracle se reproduira. Chaque jour, à Beauval, un public nombreux se rassemble aux abords de l'île aux gorilles. Messieurs, dames, bonjour ou rebonjour. Alors je vous accueille à présent à cette animation concernant les gorilles et les orang-outans. Le zoo compte une quarantaine de grands singes, mais les stars du parc, ce sont ces 9 spécimens. Des gorilles d'Afrique centrale, des forces de la nature capables d'engloutir 7 repas par jour. Dans les allées, le public en redemande. Ce qu'on aime, c'est la proximité. On voit les animaux de près, dans leur milieu, quelque part bien reconstitué. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qu'ignorent les visiteurs, c'est que depuis quelques semaines, l'un de ces gorilles donne beaucoup de soucis aux soigneurs. Notamment à Manon, 29 ans. Ok, ça c'est bien mon garçon. C'est par amour pour les gorilles qu'elle a choisi ce métier. Pour s'approcher au plus près, Manon grimpe chaque jour sur ce toit situé à 5 mètres de hauteur. Ça va mon grand, ça va. De cette façon, elle surplombe le chef Azato et peut nourrir les gorilles tout en les observant. Enrhumée, Manon porte un masque pour ne pas transmettre ses microbes. C'est bien ça mon grand. On boit un petit coup loulou? Ouais. C'est bien mon loulou. C'est des moments privilégiés, surtout ici en fait sur le toit, on est vraiment coupé de ce qui se passe en bas. Et en plus, c'est vraiment un moment où on les voit encore de près, donc on les voit vraiment du dessus, donc ce qui nous permet de contrôler une autre partie du corps qu'on voit pas forcément. La femelle dont l'état de santé inquiète, c'est elle. Tu viens Quimba? Viens, viens à ta place ma grande. Quimba mange peu et ne grandit pas normalement. On prend la boisson louloute. Donc vous voyez l'intérêt de la boisson,
Là, nous avons une jeune qui, en fait, comme les jeunes humains perdent leurs dents de lait et après ont des dents d'adultes qui poussent. Et cette manière de faire nous permet de contrôler que les dents poussent bien et tombent bien. Malgré les apparences, si l'équipe vétérinaire n'intervient pas, Quimba risque de mourir. Tiens, Nicolas, tu me prends ça. Mais impossible de l'examiner éveillé. Car Quimba risquerait de mordre. Pour établir un diagnostic, Baptiste doit l'anesthésier. Je fais une dose pleine, Océane. Hein. Oui, on doit pour te dire. On va regarder comment ça se passe avec ça, on s'appelle. Pas question d'ouvrir la cage de Quimba. Baptiste doit la flécher à distance avec un pistolet pneumatique. Salut ma copine. Oui, je sais. La jeune gorille a senti le danger. Quimba. La partie s'annonce difficile. La vivacité de Quimba surprend même le vétérinaire. Profitant d'un moment de répit, Baptiste ajuste son tir. Malgré la réaction du gorille, la seringue s'est vidée. Maintenant, on va attendre quelques minutes qu'elle commence à s'endormir. J'y retournerai pour voir. Globalement, il faut 10 à 15 minutes pour qu'elle dorme complètement. Pour l'animal et le vétérinaire, le plus difficile est passé. Quand je rentre pour la flécher, c'est un moment qui n'est pas agréable du tout. C'est un des moments aussi où le vétérinaire se positionne clairement en méchant vis-à-vis de l'animal. Mais tout ça ne rentre pas en ligne de compte. Parce que mon objectif, c'est de l'anesthésier le plus rapidement possible, de manière à ce qu'elle stresse le moins possible. Quimba part à la clinique du zoo pour subir une batterie d'examens. Perfusée et intubée, la femelle gorille est endormie pour 1 heure. L'intervention mobilise 3 vétérinaires et 4 soigneurs. Comme ça, on fait les prises de sang là, Laure, et tu vas les emmener tout de suite au laboratoire. Rythme cardiaque, échographie de l'estomac, prélèvement et prise de mesure. 66. Ouais, 66. Quimba est examiné sous toutes les coutures et veillé par ses soigneurs. Alors après, on ne sait pas si elle ressent quelque chose ou pas, mais on peut de la rassurer, d'être présente pour elle, si elle entend ma voix. On ne sait pas du tout comment ça se passe, hein, vraiment si elle entend ou pas, mais en tout cas, ça peut avoir un rôle rassurant si jamais elle entend pas. Et de l'accompagner, en fait, tout simplement. Au niveau génétique, ils sont très proches de nous, et puis aussi dans leurs mœurs, dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre et de ressentir les choses aussi. Voilà, c'est vraiment des espèces très très sensibles, c'est pour ça qu'il y a un lien qui se crée comme ça avec eux. 1, 2, 3. Fin de l'examen. Rien de grave pour Quimba. La femelle gorille rattrape peu à peu son retard de croissance. Retour dans la cage. L'anesthésie touche à sa fin. Baptiste et Manon sont attentifs au réveil de Quimba. Salut ma beauté. Voilà, tu vas doucement Quimba. Voilà, prends ton temps maintenant. Là. L'animal titube encore et risque de se blesser. Là, on va rester avec elle juste à temps qu'elle soit bien réveillée, aussi pour la rassurer le groupe. Et puis une fois qu'elle sera bien sûre de ses appuis, qu'elle puisse bien marcher dans de bonnes conditions, on la remettra avec le groupe. Quimba a fini par reprendre ses esprits et se porte aujourd'hui comme un charme. À Beauval, les 70 soigneurs du parc doivent savoir tout faire. Nourrir les nouveau-nés, nettoyer le bassin aux crocodiles, dresser les oiseaux. Et même réaliser de drôles de séances de pédicure sur le plus grand mammifère de la savane, l'éléphant. Mais ces pachydermes ne se laissent pas approcher facilement. Dotés d'une trompe musclée qui se faufile partout, ils représentent un danger permanent pour les soigneurs. C'est un petit mâle, mais qui est plein de vie. Comme il n'a pas peur, il vient facilement vers nous, il balance la trompe très souvent et ça peut être très très dangereux. Après un coup de trompe, ça vous assomme, facile. Et puis s'il vous chope,
avec, bah là après c'est fini, il n'y a plus personne. Si ça s'énerve sur vous, il peut vous piétiner. Avec lui il n'a pas beaucoup de défense, mais avec des bonnes défenses, ils peuvent vous éventrer, ils peuvent jouer avec vous comme une poupée. Enfin, c'est très très dangereux. Responsable des éléphants, Yann côtoie ces géants au quotidien. Ce matin, avec Amaury, il doit soigner les pieds de Limbo, le plus gros des éléphants, un mâle de 5 tonnes qui fait un bruit de paquebot. C'est un genre de ronronnement en fait. Il le fait quand il est content. C'est souvent quand il mange. C'est un peu un gros chat qui ronronne. C'est très rare apparemment. Nous ici en tout cas c'est le seul qui fait ça. Mais partout ailleurs je vois pas d'éléphant qui ronronne comme ça. Lui je sais pas. Au moins on est tranquille. On sait que quand il ronronne, on est un peu plus tranquille. Pour s'occuper des pieds de Limbo, les soigneurs l'ont entraîné à la baguette pendant des mois. Il donne la patte sans rechigner. La séance de pédicure peut commencer. La semelle, vous voyez, ça fait plein de petites crevasses. Il y a beaucoup de cailloux qui se mettent dedans. Et la semelle, ça se reforme tout le temps. Donc du coup, ça peut se reformer par-dessus les cailloux. Et après, ça peut s'infecter, quoi. En captivité, l'animal marche peu et ses semelles ne s'usent pas assez. Yann doit donc enlever la corne avec un couteau. On essaye d'évaser le plus possible en fait les trous pour qu'après tout ce qui se met dedans s'enlève tout seul, quoi. C'est juste de la semelle. Là il sort rien du tout. Après il faut faire attention de ne pas aller jusqu'au sang. Rien que pour un seul pied, le soin dure 25 minutes. Limbo semble apprécier, il ronronne toujours. Tant qu'il a à manger, il est assez tranquille. Amaury garde le contrôle sur l'animal avec plusieurs kilos de pain et cette simple baguette de bambou. Si je l'enlève, il peut retirer son pied à tout moment. Ça a une peau qui est très sensible en fait. Ils sentent même un insecte qui se pose sur eux. Ça a une peau très sensible. La séance de pédicure est terminée. Ça s'est très bien passé, il n'a pas bougé, donc il est resté calme. Il faut quand même faire attention parce que ça reste quand même un animal sauvage et très dangereux, quoi. Mais ça reste quand même très sympa, les éléphants. Nous retrouvons Baptiste, le soigneur des rhinocéros. Lui aussi consacre sa vie aux animaux. Il est 5 h du matin et il s'apprête déjà à partir au travail. À cette heure-là, il n'y a qu'une réveillée. Dans 2 heures, l'un des 2 hippopotames arrive enfin à Beauval. Donc là, il va faire jour à 7 h. Donc à 7 h, il faut qu'on attaque le déchargement de l'hippo qui a déjà voyagé hier. Et puis hier, toute la journée et une bonne partie de la nuit. Donc là, il ne faudra pas trop attendre. Pour vivre sa passion, Baptiste doit parfois mettre sa vie de famille entre parenthèses. J'ai la chance d'avoir une compagne compréhensive par rapport au temps qu'on peut passer au zoo, surtout dans des périodes comme ça. Mais après, oui, c'est pas toujours facile. C'est plus pour ma fille qui a du mal à, des fois, comprendre que elle voit papa 10 minutes le soir juste avant d'aller se coucher parce qu'il y a des choses à faire, mais bon. Arrivé au zoo, Baptiste rejoint son équipe. Tous attendent de pied ferme le précieux chargement en provenance de République tchèque. Le plus impatient, c'est le patron de Beauval. Alors, Rodolphe? Un hippopotame. Non, c'est bien un hippo, hein. Je l'assure. Voici Quido, un mâle d'1 tonne. Il est également guetté par tous les vétérinaires arrivés de bonne heure. Le déchargement commence. Baptiste est ravi. Ouais, ça y est, on sera enfin un hippo qui arrive, pour de vrai là. Qui ne nous fait pas attendre comme la femelle. Et puis ça y est, en cours de déchargement. Donc là maintenant, on attend qu'il soit tranquille dans son box. C'est la grosse manip, après ça va aller. Le précieux chargement est manipulé avec un luxe de précaution. C'est toujours inquiétant de voir un hippo à cette hauteur-là, mais c'est préparé. La caisse est sanguée, et là surtout que la caisse ne rentre pas en largeur, donc nous allons la rentrer en longueur. Après 24 heures de route,
Le jeune mâle est impatient de sortir de sa boîte. On descend. Ok, Elsa. Oui, on pose, ouais. On pose. Bonjour. Impressionné par ce comité d'accueil, Guido découvre prudemment ses nouveaux appartements. L'instant rien. Tout s'est parfaitement bien déroulé pour le moment. Dans leur milieu naturel, les hippopotames passent leur journée dans l'eau pour se protéger du soleil. Alors instinctivement, Guido se dirige vers le bassin. Beaucoup d'émotions. Le premier hippopotame qui arrive à Beauval, pour moi c'est 20 ans d'attente, 20 ans de projet, une concrétisation, c'est énorme. Premier bain pour le jeune mâle. Il peut rester en apnée pendant plus de 5 minutes. Pour Baptiste, l'aventure ne fait que commencer. Ah, ça y est, il est déchargé, il est dans l'eau, il est content, donc ça va. Pour nous, c'est déjà une bonne étape de fête. Au moins un déjà. On verra quand la deuxième femelle va arriver. C'est ce qui fait partie de la magie du métier, c'est justement que le zoo évolue, que le zoo change, qu'il y ait des nouveautés tout le temps. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement intéressant et que c'est extrêmement stimulant de venir travailler ici. Le grand jour est arrivé. Après 1 an de travaux et 7 millions d'euros dépensés, l'immense aquarium pour hippopotames et la volière sont enfin achevés. Les délais ont été respectés. L'installation flambant neuve doit ouvrir au public dans quelques minutes. Alors, jardiniers et soigneurs se dépêchent de nettoyer le chantier. Rodolphe est en passe de gagner son pari. Ce matin, il est sur tous les fronts pour régler les derniers détails. Oh, ils sont fatigués, ils ne sont pas réveillés ce matin. Les 2 vedettes du bassin sont enfin réunies. On va essayer de dormir encore un peu. Kiwi, la femelle du zoo d'Italie, a fini par monter dans sa caisse et dort à Beauval depuis 3 jours. J'aime bien faire la grasse matinée, les hippopotames, le matin. Quant aux soigneurs, ils sont payés pour se baigner. Vous n'avez pas baigné, ami? Ils se baignent. Il y a des sacrés hippopotames ce matin. Ils savent nettement moins nager que les hippopotames. Voilà, c'est l'attraction de la journée, en fait. Reste un dernier problème à régler, la transparence de l'eau. Un hippopotame produit 30 kg d'excréments par jour et le système de filtration n'est pas encore bien rodé. Alors, avant l'arrivée du public, les soigneurs se sont jetés à l'eau. Et là, ils balayent, ils nettoient, ils enlèvent quelques impuretés qui restent au fond du bassin, de façon à ce que tout parte en filtration. C'est le grand jour aujourd'hui, donc c'est important que tout soit nickel. Il y a plus petit comme piscine. Hein. Piscine privée, c'est sympathique. Vous avez prévu les sorties à quelle heure, les hippos? Je vous dirai. Moi, pas avant, je vous dis 9h30 à mon avis, 10h moins quart, parce que là, vous trouvez un peu haut. Ouais. Vous avez fini de balayer pratiquement? Non. Mais je pense que je vais vous acheter un petit bateau en plastique pour gamins. Bah oui. Vous ferez ça le matin quand il n'y a pas de visiteurs, sinon vous serez un peu ridicule. Le bassin est enfin prêt. Il est l'heure de réveiller les flemmards car les premiers visiteurs arrivent. Allez, la grosse. Pour la première fois, les 2 hippopotames vont être mis en contact. Eh bien. Allez, les loulous. Allez. Les soigneurs redoutent l'agressivité de la femelle. C'est systématique, elle. Hein. Pour impressionner, Kiwi ouvre sa redoutable mâchoire et présente de puissantes canines. On peut voir sur le mâle des fois qu'il ouvre la gueule et tout, mais c'est vraiment gentiment. Tandis que là, c'est vraiment pour essayer de nous attraper ou des choses comme ça, quoi. Si ça nous attrape, là, ça peut nous broyer en 2 ou nous arracher un bras, quoi. Il faut savoir que l'hippopotame, c'est aujourd'hui l'animal le plus dangereux. C'est le mammifère qui, en Afrique, tue plus de gens, beaucoup plus que les éléphants ou les lions en Afrique. C'est un animal extrêmement dangereux. Donc nous devons concevoir une installation adéquate pour les hippopotames. Retranchés derrière ces barreaux, les soigneurs observent la rencontre au sommet. Là, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Là, du coup, comme ils s'attendaient un petit peu au niveau de la sortie, qui traînait un peu, bah, du coup, on les a mis ensemble. Pour l'instant, tout se passe bien. Peut-être qu'à 2, ils vont avoir moins peur d'aller découvrir leur enclos.
Les hippopotames vont-ils se mettre à l'eau? Oui, ce serait bien qu'ils sortent avant ce soir quand même. Sinon, on dira aux visiteurs de repasser demain. Plus que quelques minutes avant l'ouverture de l'aquarium. Et à l'entrée du parc, le public se presse déjà. La foule veut découvrir la nouvelle attraction de la saison. Petit miracle avant que les visiteurs n'arrivent, la femelle s'offre un bain matinal. Rodolphe savoure ce moment exceptionnel. C'est un moment très fort. Ça fait des années que je rêve de pouvoir présenter des hippopotames de cette façon. Voilà, c'est un... Ça fait des frissons? Oui. C'est génial. Bonjour. Pour la famille Delors, le moment est historique. Entouré de sa femme, de sa mère et de sa sœur, Rodolphe immortalise l'instant avant d'ouvrir le bassin au public. Kiwi se donne en spectacle. Malgré ses 1,5 tonnes, elle flotte en apesanteur devant les visiteurs saisis par la beauté du spectacle. C'est exceptionnel, on dirait qu'on est sous l'eau et on le voit se promener. C'est pas mal. Moi j'avais l'impression que c'était un gros ballon. On avait l'impression que c'était un astronaute sous l'eau, c'est superbe. En fait, ils n'utilisent pas ces pattes arrière, j'ai l'impression. En réalité, nous on est venus depuis la Suisse même. Ouais, on a traversé la route là hier soir. Spécialement pour les hippopotames. C'est émouvant, c'est très impressionnant, très agréable d'être aussi proche. Ils marchent sur les 3 pieds. Oui, prend quelques appuis, t'as vu? Baptiste, le soigneur, partage l'émerveillement du public. Ah bah là, c'est une totale réussite. Là. On voit les gens sont contents, on voit l'hippo, c'est sensationnel quoi. Quand on la voit arriver auprès de la vitre, la ras de la vitre, c'est vraiment sensationnel. Voir surtout les yeux des enfants émerveillés, offrir du rêve à plus d'1 million de personnes par an, c'est fabuleux. Un mois après la mise en route, la filtration et l'installation fonctionnent parfaitement. 150 oiseaux ont pris leur quartier dans la volière. Quant à Kiwi et Quido, ils passent leur journée dans l'eau aux côtés des poissons qui partagent leur bassin. Les 2 hippopotames sont devenus les meilleurs amis du monde. Rodolphe n'attend désormais plus qu'une chose, la naissance d'un bébé. À Beauval, pour favoriser la préservation des espèces, les arrivées et les départs d'animaux vers d'autres parcs sont fréquents. Chaque année, 500 échanges sont organisés avec d'autres zoos. Depuis quelques jours, Beauval se prépare à une séparation difficile avec l'une des figures les plus populaires auprès du public, ce koala. Meira est née ici. Âgée de 2 ans, cette femelle s'apprête à quitter sa famille pour fonder la sienne en Espagne, aux zoos de Madrid. Son transfert s'annonce exceptionnel, car Meira va voyager en business class sur un avion de ligne. Mais tu tournes de l'autre côté, cocotte, là, par contre. Jeannette, qui veille sur elle depuis 2 ans, va l'accompagner. Mais ils reconnaissent l'escabeau comme on vient quasiment tous les jours avec. L'animal est farouche, Mais t'en vas pas trop loin, Anne. mais pas très vif. C'est bien ma belle. Allez, on y va. Jeannette est l'une des rares soigneuses en France Super. à pouvoir prendre un koala dans les bras. On est privilégiés pour ça. Pour ne pas se faire griffer, elle porte l'animal à l'envers comme s'il était posé sur des branches. Car malgré les apparences, le koala est sauvage. Mais pas téméraire. Bah, des fois, ils veulent un peu grimper, mais on les rattrape assez vite. Hein. On regarde le poids. 4,46 kg. On y va, cocotte. Avant son départ, cette femelle a droit à un petit traitement de faveur. Les petits UV. Hop.
En manque de soleil sous nos latitudes, les koalas bénéficient de séances d'UV pour renforcer leur squelette. Donc là, le petit interrupteur pour allumer la lumière. Et on regarde, 10h30. On les laisse une demi-heure quand c'est les lampes UV. Donc je mets mon petit réveil à 11h. Un bain de soleil artificiel qui rappelle aux koalas leur Australie natale. Ils s'endorment, enfin ils sont vraiment bien, quoi. Là ils vont petit à petit se décaler, se mettre plus près des lampes. Et ouais, je pense qu'ils apprécient vraiment. Le lendemain, 5h du matin, l'heure du départ a sonné. Jeannette a la lourde mission d'emmener Meira à 1000 km d'ici, en Espagne. Tu disais au revoir à tes copines, hein? Toujours qu'elles se mettent tout en haut. Il est un peu tôt pour faire des acrobaties, mais Jeannette doit absolument attraper Meira. Allez ma petite Meira. Allez louloute. Allez, dis au revoir à ta maman aussi. C'est l'heure des adieux, et pour Meira, le début d'un long voyage. Elle quitte sa petite famille, sa sœur, sa mère, ses petites copines, pour en rencontrer d'autres, puis fonder une famille à Madrid, j'espère. Pour éviter la consanguinité, les animaux quittent leurs parents quand ils atteignent l'âge adulte. Dernière pesée pour la route, Meira est loin de s'imaginer ce qui l'attend. Bah, ils ont l'habitude, ça, la pesée, c'est normal pour eux. Et comme on l'a habitué à la mise en caisse... Mais au moment de quitter sa maison natale, On y va? l'animal semble inquiet. On sait qu'elle devait partir, parce qu'elle ne pouvait pas se reproduire avec son père ici, donc autant qu'elle fonde une belle famille ailleurs. Hein. Allez, louloute. Attention à ton bout de nez. Tu veux pas grimper sur la perche, là? Bien enfermée avec une bonne réserve d'eucalyptus, Meira commence par faire 200 km en voiture. Elle va décoller de l'aéroport de Roissy, près de Paris. La petite anecdote avec les koalas, c'est qu'ils voyagent avec les passagers. Ils voyagent pas en soute, parce que dans les soutes, il fait trop froid pour eux. Et du coup, ils voyagent en business class. Donc grâce à Meira, je vais moi aussi voyager en business class pour la première fois. Ça va être chouette. Merci Meira. Partir en transfert, c'est toujours la joie des soigneurs, je pense, de partir amener ses animaux ou en récupérer. À l'aéroport, un comité d'accueil VIP est aux petits soins. Une hôtesse de l'air et une vétérinaire de la compagnie aérienne. Elles vont veiller sur leurs précieux passagers. Bonjour. Et faciliter leur embarquement. Non, je ne le quitte pas. C'est ma mission de la journée. Donc, je prends ma mission bien à cœur et je reste avec elle jusqu'au bout. Pour son baptême de l'air, Meira a droit aux honneurs de l'équipage, au grand complet. Madame Quentin, voici le commandant de bord, votre équipage. Bonjour. Et mademoiselle Meira. Pour la première fois, vous voyagez avec nous. Bienvenue. Merci. Meriem, la vétérinaire de la compagnie, assure la sécurité de Meira pendant son périple. Là, on attache la caisse pour éviter en cas de turbulence. On va la mettre un peu plus comme au siège. On va la passer ici. Oui. La caisse est arrimée, il n'y a pas de souci. Oui. En cas de turbulence, ça ne bougera pas. On peut profiter des effluves d'eucalyptus. Ils sont très agréables. Non, franchement. La commandant de bord en personne vient prendre des nouvelles du petit passager. Ah oui, c'est drôlement mignon. On n'a pas tous les jours un petit passager comme ça, si mignon, si précieux, si intéressant. On est aux petits soins. Même après le décollage, la curiosité n'est pas retombée. C'est au tour de la chef de cabine de contempler la petite merveille. Je suis gâtée. Ah oui, quand même, elle a une jolie taille. Hein? Bah oui. Elle est accrochée à son petit bout d'arbre, c'est marrant. Oui.
Normalement, une femelle koala, ça fait plus entre 4,5 kg et 5,5 kg. Et elle est plus, on l'a pesée ce matin, elle est à 6,7 kg. Ah oui, donc c'est une grosse femelle. Une grosse femelle déjà. Hein. Oui. Elle paraît moins stressée que quand on était à l'aéroport là. Et elle est calme, elle bouge pas. Elle aussi se laisse bercer par le vol. Bon, ça va, t'es rassurée? Oui, ouais, bah c'est bien. Le vol s'est déroulé sans encombre. Mais cela fait déjà 10 heures que Jeannette et Meira sont debout. À leur arrivée au zoo de Madrid, la fatigue commence à se faire sentir. Hello. Bonjour, comment ça va? Bien. Comment s'est passé le voyage? C'était long. Hello. Meira va être placée en quarantaine et surveillée avant de rejoindre les autres koalas du parc. Le moment est venu pour Jeannette de se séparer de son animal. Elle donne ses derniers conseils aux soigneurs. Ils vont désormais s'occuper de sa protégée. Elle est tranquille. Mais elle n'aime pas qu'on lui touche les poils. Elle peut... Mordre? Oui, mordre. Je peux prendre des photos? Oui. Ultime souvenir, Jeannette regarde son koala pour la dernière fois. Ça me fait un petit pincement au cœur, forcément, parce que je la connais depuis longtemps, mais je sais que c'est dans l'ordre des choses qu'elle devait partir de Boal de toute façon. Donc, c'est pour de bonnes choses pour elle. Ça prévoit des petits bébés, on espère. La naissance de nombreux bébés, c'est l'objectif de tous les zoos du monde. Et cette année, Beauval est gâté. Notamment chez les fauves où la fréquentation du public ne faiblit pas. Les lions, les tigres et les jaguars ont donné naissance à plusieurs portées. Mais pour les soigneurs, ces dangereux prédateurs sont extrêmement difficiles à élever. Pas question d'entrer dans la cage de Laetitia. Une maman jaguar qui protège son petit. Ni de caresser ces lionceaux de 2 mois en présence de leur mère. Dans les cages des félins, seules 4 personnes sont autorisées à entrer. Parmi eux, Sébastien. C'est sur ses épaules que repose la sécurité des soigneurs et des visiteurs. À chaque entrée et sortie, il doit respecter un protocole très strict. Là, je vérifie que tous les individus en fait, sont bien dans leur loge. Il suffit qu'il y ait une porte qui est restée ouverte cette nuit, on ne sait jamais. Il suffit qu'il y ait un lion dans le couloir, je ne voudrais pas me retrouver avec lui. Ensuite, on a également un petit œilleton ici pour regarder dans les angles morts. Donc là, c'est bon, il n'y a personne. Une fois que c'est sécurisé, là, on peut rentrer dans le bâtiment. Le pire ennemi de Sébastien, c'est l'habitude. Une porte mal fermée, un cadenas oublié, et c'est la catastrophe. On les vérifie tous les jours, mais il suffit qu'on tire dessus et qu'il y en a un qui est mal enclenché, il s'ouvrirait. Même si je fais le même geste tous les jours, je suis toujours conscient du danger. C'est-à-dire, c'est pas des chiens, c'est pas des chats, il y a un réel danger. Je tiens ma fille, comme vous pouvez entendre. Donc le danger est réel. Hein. Donc on préfère sécuriser et puis pas rentrer dans une routine. Ah ma belle. Ah ma doudou. Oh oui ma belle. Oh oui ma fille. Ah ma mémère. Tu nous as fait des beaux bébés toi. Ah bah oui. Hein. Là dans ces loges on a 4 magnifiques lionceaux. Donc, qui sont nés le 12 octobre. Pour nettoyer la cage des lionceaux et travailler en sécurité, Sébastien a dû isoler leur mère dans la cage d'à côté. Voilà, c'est bien. Alors là, c'est un des rares moments où on peut rentrer directement avec des lions. Là, pour l'instant, c'est eux qui ont peur de moi, mais ça va vite changer. Hein. On rentre avec eux jusqu'à l'âge de 3-4 mois grand maximum. Après, ils commencent à grandir et commencent... il n'y aurait pas de gros accidents, mais ils pourraient avoir une bonne morsure et ça ferait déjà bien mal. Sébastien doit faire vite, car leur mère est folle de rage.
Ah, c'est comme toutes les mères, hein. Je pense que dès qu'on enlève leurs enfants, forcément, ils deviennent plus agressifs. Donc là, c'est pour ça, on va les remettre ensemble. Hein. Allez, va voir tes bébés, ma grosse. Voilà. Les lionceaux, pas encore sevrés, retrouvent avec bonheur la protection maternelle. Quand on voit ça et qu'on voit que les petits restent aussi à côté de nous aussi, c'est génial, quoi. C'est la plus belle récompense du soigneur, je pense. Baptiste. Salut Seb, ça va? Bonjour. C'est bon, la femelle est séparée. Il n'y a plus qu'à. Dans ces cages, même la manipulation des bébés présente pour Sébastien un danger. Ce matin, avec Baptiste, le vétérinaire, il fait passer à ce bébé jaguar sa première visite médicale. Oh, ça va, c'est tout cool. Le petit est déjà vigoureux. Pour se protéger, Sébastien a enfilé des gants de sécurité. En fait, on est en train de faire l'examen du premier mois du bébé. On essaie de les manipuler le moins possible. On les attrape pour faire un examen clinique rapide, les vermifuger un coup, et puis surtout leur mettre leur puce électronique, qui sera leur numéro d'identification pour toute leur vie. Et on va la vérifier. Voilà, on a le bon numéro. C'est la seule fois où on manipule l'animal. Nous, on le fait une fois vite fait au tout début pour voir, pour vérifier quand même le sexe et pour que ce soit archivé assez rapidement. Et ensuite, la deuxième fois, c'est pour faire le puçage, le sexage en présence de vétérinaire, et puis une pesée, puis après, ce sera terminé. Seul le vétérinaire a autorité pour déclarer officiellement le sexe de l'animal. On a une petite vulve qui est présente ici. Mais chez un mâle, on devrait pouvoir voir apparaître son pénis. C'est bien une petite, femelle. On la vermifuge. Hop, il y en a plus. Regarde. Hop là. Voilà, c'est bon. Mais même dans un zoo, la survie d'un petit n'est jamais garantie d'avance. Car entre les jeunes et leurs parents, les conflits se développent très vite et peuvent se révéler fatals. C'est sans doute ce qui est arrivé au bébé jaguar 3 semaines plus tard. On a vu que le petit bougeait plus, il était dans la caisse, la mère toujours à côté, mais il ne bougeait plus. Et il était mort. Ça arrive aussi dans la nature, hein. Les mères, de temps en temps, écrasent leurs petits ou les tuent carrément, ça peut arriver. On s'habitue à eux, hein. C'est sûr qu'on les voit naître, donc forcément, il y a déjà le petit lien. C'est sûr, c'est nos animaux, hein, donc on s'attache à eux. Donc il y a toujours ce petit pincement au cœur. Depuis 35 ans, le parc de Beauval a vu naître des milliers d'animaux. Ces échecs font partie de la vie du zoo et de ses soigneurs. Ils n'ont découragé personne, et ici tout est toujours mis en œuvre pour que les 600 espèces qui vivent dans le parc aient une descendance prospère. En ce moment, les soigneurs font tout pour sauver un bébé dromadaire né il y a 10 heures. Il ne parvient pas à téter sa mère. Si l'équipe n'intervient pas rapidement, sa vie est en danger. Antoine, le vétérinaire, apporte du lait en poudre pour faire des biberons. Mais il veut d'abord évaluer la situation. J'ai essayé d'aller téter, mais il tétait devant le cou. D'accord. Ah, regarde, ça goûte de lait. En tout cas, on sait qu'elle a du lait. Il y a juste à se mettre en dessous, là. Il y a une fuite, c'est clair. Elle a du lait. Elle ne le repousse pas. À fond les ballons. Elle ne le repousse pas. Lui, il cherche. C'est le temps qu'il trouve, quoi. C'est une mère qui, jusqu'à présent, n'a pas élevé les précédents bébés qu'elle a eus. Mais là, ce que je vois, c'est bon, elle réagit pas mal quand lui cherche un peu la tétine. J'étais venu avec le lait pour éventuellement commencer les biberons, mais tout ça m'incite à pas commencer tout de suite. Et je préférais qu'on soit sûr d'abord qu'il n'y ait pas une possibilité que ça se passe naturellement et qu'il tète sa mère. L'équipe décide de laisser le bébé se débrouiller seul et surveille l'attitude de la mère. Quelques minutes plus tard, pour la première fois, le petit trouve la mamelle. Le petit, il est sûrement sur la bonne voie, là, parce qu'il commence on entend des bruits de succion, là. Il va commencer à vouloir aspirer un petit peu pour que le lait arrive.
Le bébé a trouvé le chemin, mais ne s'est pas encore tété. Pour éviter qu'il ne s'affaiblisse, le vétérinaire préfère donner un petit coup de main à la nature. Donc ce qu'on va faire, de toute façon, on va partir, comme on avait dit, sur proposer des biberons maintenant. Ok, on va commencer par une concentration plutôt faible. En papa modèle, Samuel maîtrise parfaitement la préparation des repas de nouveau-nés. À la savane, on a beaucoup élevé, enfin surtout des springboks au biberon. Maintenant le dromadaire. Donc les biberons, j'en ai fait pas mal déjà. Enfin, j'en ai fait plus avec les animaux qu'avec les enfants. Tiens mon gars, t'en veux? Pour stimuler la tétée, Samuel force un peu les choses. Et hop, c'est fini. Toi que tu sais téter, il faut faire pareil avec ta mère. Quelques semaines plus tard, le bébé tète goulûment les mamelles de sa mère. Là, il grandit bien. Il est beau. De toute façon, c'est toujours mieux quand un petit est élevé par sa mère. Hein. Au moins, et puis qu'elle retrouve son instinct maternel alors qu'elle a nombreuses fois pas élevé son petit. Ouais, c'est vrai que c'est toujours sympa. Ouais. Mais à Beauval, un autre animal demande des trésors d'attention, le panda. Ce couple arrivé de Chine il y a 4 ans est unique en France. Donc devant nous, c'est le mâle. Le mâle, il s'appelle Yuanze. Principale attraction du parc, les pandas ont permis de doubler la fréquentation de Beauval, qui dépasse le 1 million de visiteurs chaque année. Il est énorme, hein, c'est un gros nounours. Mais pour que le bonheur du zoo soit complet, il manque encore un heureux événement, un bébé panda. L'affaire n'est pas gagnée, car Yuanze le mâle est peu porté sur la chose, et Wan la femelle n'est féconde que 2 jours par an. Mais toute l'équipe est déterminée à réussir. Et depuis quelques heures, les vétérinaires en sont sûrs, la femelle est en chaleur. Séparés en permanence pour empêcher qu'ils ne s'agressent, Wan et Yuanze vont donc être mis en contact pour s'accoupler. Donc là, on va ouvrir en fait pour mettre les 2 individus ensemble et puis voir un peu comment ils réagissent et surtout comment le mâle réagit. Quand Yuanze et Wan se retrouvent ensemble, c'est toute une aventure. Elle avait les fesses en l'air, elle avait la queue beaucoup plus levée, elle était vraiment en attente. C'est Pépère qui est pas génial. On a vu que la femelle se mettait bien en position pour l'accouplement. Le mâle est au bon niveau. Pour l'instant, je pense qu'il est assez maladroit. Donc en fait, il passe beaucoup trop de temps à lui mordre le cou, ce qu'il doit faire. Mais il y a un moment, il lui mord un peu la peau du cou et puis après, il passe à l'action. Il faut qu'ils apprennent. Pour laisser un peu d'intimité aux amoureux, l'équipe s'est retranchée dans le poste de surveillance vidéo. Delphine, la responsable du service, suit la chose de très près. Les positions sont bonnes, donc la femelle est réceptive. Oups. Non, bah là, ils partent sur le jeu, donc... Bon, c'est lui qui n'est pas dégourdi ou celle qui ne se laisse pas faire? Bah, elle, au début, elle se laisse faire. Après, pour l'instant, on dirait qu'il n'a pas l'air très dégourdi. Mais après, voilà, c'est peut-être pas encore la bonne heure, on va dire. Ils se cherchent, ils viennent se chercher l'un l'autre. Puis on vient voir si justement, à un moment, elle se remet vraiment en position ou pas. Si c'est pas le cas, on arrêtera dans ce cas. Les pandas ne parviennent pas à s'accoupler et les esprits s'échauffent. Cela fait maintenant 4 heures que ça dure. Baptiste doit prendre une décision. Ok. Ouais, on resépare là, on va séparer. Pourquoi? Parce que ça devient très brutal et parce que tu vois, c'est pas très méchant, mais ils sont suffisamment mordus pour qu'il y ait quelques petites gouttes de sang. Pour calmer les ardeurs et séparer les amoureux, Baptiste joue les pompiers. Mais Yuanze ne veut pas lâcher la femelle. Appelle Delphine, s'il te plaît. Que tu gères les trappes avec Astrid. Les pandas sont indifférents au jet d'eau.
Le vétérinaire a donc prévu un moyen plus radical pour faire cesser les hostilités. On n'a pas encore été à l'option extincteur. Baptiste n'aura pas recours à la neige carbonique. Le mâle finit par abandonner la partie. Attention, prépare-toi. Voilà, parfait. Nickel. Les soigneurs ont tout tenté, mais les pandas n'ont pas réussi à s'accoupler. On s'en va alors. Seule solution, une insémination artificielle. Alertée le matin même, une équipe de vétérinaires chinois est en route vers Beauval. À leur arrivée le lendemain, pas une minute à perdre. La période de fécondation de la femelle risque de se terminer bientôt. How was your flight? Comment s'est passé votre vol? Bien? Oui, bien. Les pandas géants de Beauval sont prêtés par la Chine et demeurent sous sa responsabilité. Ces scientifiques chinois sont les seuls à pouvoir procéder à l'intervention. Donc ils amènent tout le matériel qui est nécessaire pour l'insémination des pandas. Wan est rapidement endormi pour être inséminé avec la semence de Yangtze. Elle est vierge. Alors c'est un peu difficile. À cause de quoi? Vierge. Première fois. Ah, ok. Il dit qu'il est sûr d'être à l'intérieur, mais que c'était un peu difficile d'aller là où il fallait, parce que c'est sa première fois, et donc évidemment tout est un peu serré. Alors on a vraiment la confirmation qu'hier ça n'a pas marché avec le mâle, parce qu'il a eu des difficultés à rentrer dedans, parce que c'était clairement sa première fois en fait. Donc, ah oui, elle est vierge, elle était vierge. Elle était vierge jusqu'à aujourd'hui. L'insémination ne prend que quelques secondes. That's it? Yeah. Ok. C'est une première fois qui, on l'espère, va nous permettre peut-être cette année d'avoir des bébés. Et si c'est pas cette année, ça va peut-être l'aider aussi, parce que ça se passe mieux les années suivantes. Donc c'est plein d'espoir pour le zoo de Beauval. Malheureusement, l'insémination n'a pas permis de féconder la femelle. Le parc devra patienter encore avant d'accueillir un bébé panda. L'an prochain, si Wan le veut bien, son bébé rejoindra les 8000 animaux qui font de cette arche de Noé l'un des plus grands zoos du monde.